Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième vidéo de notre série dédiée à la transformation complète d'une Ender 5 Plus en mode Mercury One Hydra. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous invite à cliquer ici pour ne rien manquer. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est probablement parce que vous avez cliqué sur une miniature mettant en avant un énorme print impressionnant. Du moins, c'est ce que j'espère, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet, l'électronique. Devant moi, j'ai tout ce qu'il faut pour que notre imprimante prenne enfin vie. On y retrouve une alimentation Meanwell de 350 watts ainsi qu'une carte mère Manta M5P de chez Big Tree Tech accompagnée de leur driver 2209 silencieux et d'un CB1 qui remplacera l'utilisation d'un Raspberry Pi ainsi que d'un module d'interface CAN Bus U2C toujours de chez Big Tree Tech. Pourquoi un module externe? Disons simplement que la carte mère et moi avons eu quelques désaccords technique. Pour contrôler efficacement le chauffage du bed, nous utiliserons un relais statique SSR monté sur des DIN rails. J'avais initialement prévu d'utiliser des connecteurs Wago pour leur simplicité et leur rapidité, mais au final, j'ai opté pour des terminal blocks qui me donnera un résultat plus professionnel et durable. J'avais également acheté des conduites de câble gris, par contre, je les trouvais trop gros pour le projet. J'ai donc imprimé une solution custom que j'ai personnalisée à l'image de notre imprimante. Afin de renforcer la stabilité du corps XY, j'ai décidé d'ajouter une structure supplémentaire en profilé d'aluminium 2020 sur le dessus de l'imprimante, ce qui améliorera la stabilité et la précision de nos impressions. J'ai ajouté quelques personnalisations supplémentaires que je vous montrerai au cours du montage. Nous terminerons par l'installation de clippers sur le CB1 ainsi qu'un écran tactile de 5 pouces pour un contrôle intuitif et agréable. On réalisera ensemble les tests de calibration standard comme le flow rate, le pressure advance et la rétraction. Je vais également installer une buse de 2.8 mm pour réaliser une très grosse impression qui prendra tout le plateau. Sans plus attendre, lançons-nous dans ce montage passionnant. Je commence par installer les braquettes qui soutiendront mes DIN rails. Je les ai personnalisées avec le logo de 0G. J'en visse 5 de chaque côté qui seront soutenus par des vis M5 par 8. J'insère les DIN rails dans mes braquettes, puis ensuite je calcule la distance idéale avant de les fixer en place. Je commence par installer les passe-câbles de façon temporaire, juste pour valider que tout s'aligne correctement avant de les fixer définitivement. Je repère ensuite le centre de ma DIN rail pour bien aligner mes conduits. Je perce ensuite des trous pour bien fixer le conduit en place sur ma rail. J'ajoute ensuite des cales imprimées en 3D pour que tous les conduits soient alignés et à la même hauteur. Je répète ensuite la même opération pour mes deux autres DIN rails. Je fixe ensuite les conduits de câbles latéraux de la même méthode, perçage de trous et fixation avec des vis M3. Ceux-ci n'ont pas besoin de cales car ils sont surélevés. On peut maintenant voir le résultat final. En général, je suis très satisfait. On passe maintenant à la partie électronique. Je débute par l'installation des terminal blocks. Les verts seront utilisés pour la mise à la terre, les noirs pour la phase et les blancs pour le neutre. Pour le 24 volts, j'utiliserai le rouge pour le positif et le bleu pour le négatif. Je fixe maintenant en place mon alimentation Meanwell de 350 watts. C'est largement suffisant pour alimenter toute mon installation sans problème. Pour alimenter mon plateau chauffant en 120 volts, j'utilise un static relay qui sera contrôlé directement par ma carte mère. J'installe ensuite un power supply de 5 volts 5 ampères pour alimenter des LED strips que j'installerai plus tard. Pour l'éclairage, j'utilise un Wemos D1 Mini avec WLED, simple et efficace. On passe maintenant à l'interface CAN I2C connectée en USB à la carte mère.
Au cœur du système, on retrouve la carte mère Manta M5P. Elle est équipée de drivers TMC 2209, connus pour leur silence et leur précision. J'ajoute ensuite un ventilateur de 24 volts qui servira à refroidir les drivers et assurer leur bon fonctionnement. Je fixe la prise de courant principale à l'arrière de l'imprimante. Je l'avais déjà pré-câblée pour gagner du temps au montage. Je protège les câbles haute tension avec une gaine en plastique pour éviter l'usure et garder le tout bien en place. Assurez-vous d'être à l'aise et de savoir ce que vous faites avant de toucher à l'électricité. Au cours de la vidéo, j'améliore la sécurité de mes terminal blocs car j'avais des doutes sur mon installation. On voit ici l'installation de l'interrupteur principal. C'est une switch de 120 volts, 15 A avec un témoin lumineux intégré. Elle servira à mettre l'imprimante sous tension ou à couper complètement l'alimentation en cas de problème. Je poursuis maintenant le câblage de l'interrupteur principal. Comme pour le reste de l'installation, j'utilise une gaine en plastique pour protéger les fils et garder un montage propre et sécuritaire. Je connecte la phase et le neutre à mes borniers. Pour l'instant, ce n'est qu'un montage provisoire utilisé pour tester mes équipements. Avant de mettre le courant, je vérifie qu'il n'y a pas de court-circuit entre les phases avec un multimètre en mode continuité. Je vérifie maintenant que j'ai bien 120 volts sur mes borniers. C'est une étape importante pour confirmer que l'alimentation arrive correctement avant d'aller plus loin. Je connecte la ligne 24 volts du bloc d'alimentation au terminal, ce qui va me permettre de distribuer l'alimentation aux différents composants. Le bloc d'alimentation offre 3 lignes distinctes en 24 volts. J'en utiliserai seulement 2. Une pour la carte mère et une autre pour l'interface CAN et un BB36. Pour éviter les accidents, j'ajoute un garde imprimant 3D sur l'alimentation. C'est maintenant le moment d'alimenter la carte mère. Je commence par me brancher directement sur les borniers du terminal 24 volts en m'assurant d'avoir une bonne connexion. Ensuite, je relie ces fils à l'entrée d'alimentation de la carte mère pour lui offrir le courant nécessaire. Je connecte maintenant les fils pour contrôler le relais statique qui servira à gérer le plateau chauffant en 120 volts. Ce relais agit comme un interrupteur, il coupe ou envoie le courant au plateau selon les instructions de la carte mère, le tout sans pièce mobile, ce qui le rend très fiable et silencieux. C'est maintenant au tour de l'interface CAN Bus de recevoir son alimentation. Je me branche directement sur la ligne dédiée. Le connecteur Molex fournit le 24 volts à le BB36, tandis que les deux autres fils servent à la communication CAN avec les lignes CAN High et CAN Low. Il ne reste plus qu'à connecter le câble USB. Je connecte maintenant les câbles de mes 3 moteurs NEMA 17 qui serviront à soulever le plateau. Pour me faire plaisir, je remplace le support de la drivetrain sur l'axe Z par une version un peu plus soignée. Ce n'était pas nécessaire, mais j'avais envie d'un rendu plus pop et esthétique. Puisque je mets autant d'efforts dans ce montage, autant soigner aussi bien l'apparence, pas seulement la performance. J'utilise ma pince à sertir pour fixer solidement les embouts sur les fils du bed. C'est une étape importante pour garantir un bon contact électrique et éviter tout faux contact avec le temps. Une fois tous les connecteurs préparés, je les insère un à un dans mes borniers de connexion. On ne voit pas très bien, mais je prépare un connecteur Quick Connect pour la sonde de température. C'est pratique pour faciliter le branchement et le remplacement. Ici, on peut voir une mise support de bed Hydra modifiée pour accueillir un switch mécanique de type 6 bolt.
Je ne pense pas l'utiliser pour ma configuration actuelle, mais tant qu'à y être, autant l'installer maintenant. Prochaine étape, faire passer les fils vers le plateau chauffant. Je commence par retirer les 3 vis de la drive chain. Ensuite, je fais passer l'alimentation 120 volts, le câble de la sonde de température et celui de la switch mécanique, en cas où je décide de l'utiliser plus tard. Une fois les câbles passés, je remets les vis de la drag chain pour refermer le tout proprement. Ensuite, je connecte les fils dans leur bornier, tout simplement en clipant en place pour assurer une connexion rapide et sécuritaire. Je ne le montre pas dans la vidéo, mais j'ai préparé mes câbles avec soin en utilisant des gaines en nylon pour la protection et de la thermo-rétractable pour finir les extrémités proprement. Quelques jours plus tard, j'ai reçu ma fusible thermique qui sert à protéger en cas de court-circuit ou de surchauffe. Elle assure une couche de sécurité supplémentaire. Il suffit simplement de la placer en série sur le câble. Je n'étais pas très à l'aise en voyant la proximité de mes borniers de connexion. J'ai donc imprimé des séparateurs en ABS pour les espacer un peu. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais ça me rassure. Dites-moi dans les commentaires si, selon vous, j'ai bien fait. Je connecte la phase au relais statique entre le terminal bloc et le plateau chauffant. Je poursuis en connectant la sonde de température du plateau chauffant à la carte mère ainsi que la switch mécanique. C'est une étape simple mais importante à faire pendant que tout est encore accessible. Place maintenant l'écran tactile de 5 pouces. C'est vraiment agréable de pouvoir interagir avec l'imprimante directement du bout des doigts sans avoir passé par un ordinateur ou une interface web. J'ai un peu galéré à le faire fonctionner au début, entre les câbles, les réglages et le bon firmware, mais maintenant que tout est en place, ça change vraiment l'expérience d'utilisation. Je n'étais pas satisfait de la façon dont mon relais statique était installé. Son orientation ne me convenait pas du tout. J'ai donc pris le temps de réimprimer une pièce de fixation, cette fois-ci conçue pour la faire pivoter de 90 degrés. Ce petit ajustement va me permettre d'optimiser l'espace, de mieux organiser les fils et d'obtenir un résultat plus propre et plus accessible pour l'entretien. Je m'occupe maintenant du branchement de l'alimentation de 5 volts. Comme je l'ai mentionné plus tôt, elle ne sera pas utilisée immédiatement, mais puisque je suis en plein dans les câblages, autant en profiter pour le connecter tout de suite. Cela m'évitera d'avoir à rouvrir le boîtier plus tard. Pour le moment, j'en ai terminé avec la partie électronique. Toutes les connexions essentielles sont en place, les composants sont alimentés et tout fonctionne comme prévu. Je ferme donc les cache-câbles et je remets un peu d'ordre dans l'ensemble. Je suis conscient que la gestion des câbles n'est pas encore parfaite, certains fils pourraient être mieux positionnés ou mieux protégés, mais c'est suffisant pour cette étape. Je reviendrai plus tard pour améliorer tout ça avec un câblage plus propre, plus solide et plus durable. J'en profiterai aussi pour ajouter un disjoncteur de 10 A en amont de l'alimentation. On n'est jamais trop prudent lorsqu'il s'agit de sécurité électrique, surtout avec des composants chauffants en 120 volts. Pour débuter les impressions, il me faut bien sûr un support à bobine. Plutôt que d'opter pour un modèle standard, j'ai choisi d'en installer un personnalisé avec le logo de 0G. C'est une façon simple d'ajouter une touche d'esthétisme à l'imprimante tout en rendant hommage au design d'origine. Je passe maintenant au tube PTFE entre l'extrudeur et le support bobine. Pour maintenir l'ensemble bien en place, j'ai imprimé des clips de rétention personnalisés conçus pour se fixer directement sur le cordon de connexion CAN bus, une solution simple et efficace pour garder un montage propre et fonctionnel. C'est le moment de charger le filament. Je le fais passer dans le tube BTFE jusqu'à l'extrudeur. La macro n'est pas encore en place, mais elle devrait chauffer la buse et lancer le chargement automatique. À force de démonter et remonter la tête d'impression, j'ai fini par casser le cache. J'en ai donc profité pour imprimer un nouveau, plus soigné et mieux intégré à l'ensemble. Pour avoir une meilleure visibilité sur mes impressions et pouvoir réaliser des timelapses, j'ai installé une caméra à l'arrière de l'imprimante. Je la fixe solidement avec 2 vis M5 et des T-nuts.
Et évidemment, je fais passer le câble proprement à l'aide de petits clips imprimés ornés du logo 0G pour rester dans le thème. Voici un aperçu du retour caméra directement dans l'interface de Clipper. Pratique pour suivre l'impression en temps réel et même à distance. Je débute maintenant l'assemblage de la structure en profilé d'aluminium. Je commence par installer les pièces en ABS situées à l'arrière qui soutiendront la structure. Elles sont fixées à l'aide de vis M3 qui viennent se visser directement dans des thread insert. J'insère maintenant mes profilés coupés à la bonne longueur dans les pièces prévues à cet effet. L'ajustement est précis, ce qui me permet de bien aligner la structure dès le départ. Je les fixe ensuite solidement à l'aide de vis M6 qui viennent se visser dans les filetages que j'ai réalisés hors caméra. Pour le moment, tout allait très bien jusqu'à ce que... Et oui, j'ai cassé ma pièce. J'aurais dû continuer avec ma clé métrique. Parfois, on pense avoir une bonne idée, mais ce n'est pas toujours très productif. Pas le choix, on démonte et on recommence. Pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, vous aurez peut-être remarqué que j'ai remplacé mes front et back tower. J'avais des soucis avec les courroies et je pensais que mes pièces pouvaient avoir subi un léger warping. Finalement, ce n'était pas le cas, mais j'ai tout de même tout réimprimé par précaution. Je remets maintenant ma front tower en place. Avant de la fixer, je prends le temps de bien l'aligner avec le reste de la structure pour m'assurer que tout soit parfaitement droit. C'est une étape importante parce qu'un mauvais alignement ici pourrait affecter la précision des mouvements plus tard. Une fois que tout est bien positionné, je la fixe solidement. Je réinsère maintenant le guide de courroie dans le front tower, puis j'ajuste les courroies en m'assurant d'avoir la bonne tension. C'est une étape un peu délicate mais essentielle pour garantir des déplacements fluides et précis. Ce système de tensionnement est vraiment excellent. Il est à la fois pratique et bien pensé, permettant de régler la tension des courroies en quelques secondes. Je poursuis l'assemblage de ma structure en aluminium. Cette fois-ci, je vais être beaucoup plus prudent. Pas d'outil électrique. Je serre tout manuellement pour éviter d'endommager les pièces comme la dernière fois. J'insère maintenant le profilet avant, celui qui m'avait causé des problèmes la dernière fois. Cette fois, je prends mon temps pour m'assurer qu'il s'ajuste correctement, sans forcer, tout en douceur. Je termine la structure avec le profil arrière. Pour le fixer, j'utilise une clé en angle à 90 degrés, car aucun autre outil ne pouvait passer dans l'espace restreint. Pas idéal, mais ça fait le travail. J'installe maintenant les pièces de garniture avant. Elles serviront à maintenir une plaque de plexiglas pour l'enclosure et ajoutant aussi une belle finition visuelle à la structure. Je fais un filetage M5 à l'aide d'un tarot bien lubrifié. Je termine en vissant ma plaque avec des vis M5 et des spring nuts. Je répète maintenant la même opération du côté droit de l'imprimante. En revissant les pièces, je réalise que le logo 0G apparaît un peu partout. Disons que l'identité visuelle est bien assumée. Je visse maintenant les garnitures du bord. Elles serviront à fixer les charnières des portes que j'ajouterai plus tard. On peut maintenant voir un aperçu de l'imprimante dans son état actuel. J'installe une brosse pour nettoyer la buse. J'avais imprimé d'autres versions plus jolies visuellement, mais elle était prévue pour la Ender 5 standard et non la version Plus. Celle-ci fera l'affaire pour le moment. J'ai commencé par importer le profil Orca de la Mercury One que j'ai trouvé directement sur leur serveur Discord. C'est un bon point de départ pour ne pas partir à zéro et bénéficier de réglages déjà approuvés par la communauté. Une fois le profil en place, dans Orca Slicer, je lance ma première impression, une tour de température. C'est un test simple mais efficace pour évaluer la qualité d'extrusion à différentes températures et ajuster les paramètres nécessaires. Avant de passer à une vraie pièce, je dois encore faire quelques tests pour bien calibrer l'imprimante. Le prochain, le test du flow rate, qui vérifie si la quantité de filaments extrudés correspond bien à ce que l'imprimante croit envoyer. On enchaîne avec le test du Presser Advance.
Ce réglage permet d'optimiser la rétraction et la reprise de l'extrusion, en particulier dans les coins ou lors des changements de direction, afin d'améliorer la netteté des impressions. J'imprime le cube de calibration classique pour vérifier les dimensions et la précision, puis j'enchaîne avec le Benchy pour tester la qualité globale. Maintenant que je suis satisfait de la qualité d'impression, je lance la fabrication de supports qui vont venir rigidifier la structure de l'imprimante. C'est toujours un bon feeling de voir la machine produire elle-même des pièces qui vont contribuer à l'améliorer. C'est un peu comme si elle participait à sa propre évolution. La qualité d'impression est plutôt bonne pour mes premières impressions. Le fini est correct, mais comme toujours, il y a place à l'amélioration. Je les installe sur l'imprimante. Au total, j'en prévois une douzaine pour bien renforcer la structure. Par mesure de sécurité, j'ai ajouté un disjoncteur de 10 A. J'en ai profité pour refaire le câblage proprement. C'est maintenant propre, sécurisé et ça me convient parfaitement. C'est maintenant le moment de passer aux choses sérieuses en remplaçant ma buse .4 par une .8 à haut débit. Avec le système Revo, le changement se fait très facilement, sans souci. Le chargement du filament se fait sans difficulté grâce à la macro intégrée avec l'orbiteur. Une fois en route, on voit clairement le filament être extrudé par la buse .8 et la différence de débit est immédiatement visible. C'est impressionnant de voir à quel point cette buse peut sortir du filament rapidement tout en gardant une extrusion propre et régulière. Je calibre l'input shaping, c'est rapide à faire depuis l'écran. Suite au changement de la buse, je dois bien sûr repasser par tous les tests de calibration. On voit ici les plaquettes de test qui vont m'aider à déterminer le bon débit d'extrusion pour cette nouvelle configuration. On voit tout de suite la différence de rendu entre une buse .8 et .4. Les couches sont plus larges et bien visibles. Avec cette configuration, l'objectif est surtout de gagner en vitesse et en solidité, idéal pour les pièces fonctionnelles où la précision fine n'est pas essentielle. Le débit semble bon, mais je lance une deuxième passe pour affiner les réglages. Petit test de Pressure Advance, cette fois avec un modèle plus précis pour mieux évaluer le comportement. Le résultat n'est pas encore optimal, on voit des irrégularités qui indiquent que des ajustements sont encore nécessaires. J'étais curieux de savoir quel débit je pouvais atteindre avec ma buse, alors j'ai décidé de faire le test. En regardant le résultat, j'atteins facilement 25 mm3 par seconde, mais autour de 30, la qualité se dégrade, comme on peut voir ici. Pour confirmer, j'ai demandé à mon ami ChatGPT. 25 à 30, c'est réaliste pour une buse .8. J'ai imprimé un cube de calibration de 30 par 30 pour évaluer la qualité d'impression. Le rendu est propre, les dimensions sont bonnes, ce qui confirme que je peux passer à un projet plus ambitieux tout en confiance. C'est parti, première grosse impression avec la machine. On va voir comment elle s'en sort sur un projet plus sérieux. À première vue, la première couche semble bien écrasée, il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour que tout se passe bien jusqu'au bout. Après 30 minutes, l'impression s'est décalée. En vérifiant les logs et les forums, j'ai vu que le courant moteur était trop élevé. Je l'ai réduit à 1 A et je relance l'impression. La barrière des 30 minutes est passée, ce qui est déjà bon signe après les ajustements. On entre maintenant dans la phase de remplissage de la pièce et la machine tourne à plein régime. En regardant à quelle vitesse la bobine se vide, on se rend bien compte du débit impressionnant de cette configuration. Et non, la vidéo n'a pas été accélérée. Tout se passait très bien, les couches s'enchaînaient sans problème, l'impression avançait comme prévu. Mais après un peu plus de 6 heures, l'imprimante s'est arrêtée sans raison apparente. Après un long diagnostic, j'ai démonté la buse et constaté qu'un des pads s'était dessoudé sur l'élément chauffant, ce qui a causé la panne. Pas de souci, on remplace la pièce, on réinstalle la buse et on relance l'impression. Cette fois, tout se déroule sans accroc. L'impression reprend normalement, la machine fonctionne parfaitement. Mon projet était composé de plusieurs pièces distinctes, notamment des tiroirs qui comportent des formes plus complexes, des parois fines et des détails nécessitant une plus grande précision. Même si la buse .8 est idéale pour les pièces volumineuses rapides à imprimer, elle n'est pas adaptée à ce genre de géométrie. J'ai donc réinstallé ma buse .4 afin d'obtenir un rendu plus propre, mieux défini et fidèle au design d'origine.
Voici le modèle final. Le corps a été imprimé avec une buse 0.8 pour la rapidité et les tiroirs avec la buse 0.4 pour plus de précision. Je vous laisse admirer le résultat ainsi que mes talents de monteur vidéo avec un peu de sarcasme, bien sûr. Je charge maintenant une nouvelle bobine de filament pour me lancer dans un autre gros print. Selon le slicer, cette impression devrait utiliser presque toute la bobine de 1 kg, donc on va clairement mettre la machine à l'épreuve. C'est parti pour 32 heures d'impression. J'ai vraiment hâte de voir le résultat, surtout après tout le travail de préparation. Le remplissage semble légèrement sous-extrudé, mais les murs extérieurs sont très propres, donc pour l'instant, on laisse tourner. Après quelques heures d'impression, je me suis rendu compte que la pièce commençait à se décoller légèrement et que les supports n'étaient pas du tout stables. J'ai donc sorti mon stylo 3D pour recoller les supports directement sur le plateau et éviter un échec complet. J'ai laissé l'impression tourner toute la nuit et à mon réveil, je suis allé vérifier la progression. Très content de voir que tout se déroule parfaitement. Ça ne se voit pas forcément en vidéo, mais ce print est vraiment massif. Plus que quelques heures avant de pouvoir enfin admirer le résultat final. L'impatience commence vraiment à se faire sentir. Impression terminée avec succès. Voici ce qui reste de la bobine. Pas grand chose. Voici le résultat du nettoyage des supports. On peut enfin voir la pièce finale après de longues heures d'impression. Il reste encore un peu de support à retirer, mais dans l'ensemble, le résultat est très satisfaisant. Les surfaces sont propres, les formes sont bien respectées et la solidité est au rendez-vous. On poursuit les tests, cette fois avec une buse 0.6, peut-être le juste milieu qu'il me faut. Je n'ai pas pris le temps de recalibrer, j'ai simplement utilisé le profil par défaut. La base n'est pas parfaite, mais je vais laisser tourner quand même pour voir ce que ça donne. Malheureusement, la buse s'est bouchée à environ 80% d'impression. Assez surprenant avec une buse 0.6, mais bon. Faut dire que j'utilise du filament d'entrée de gamme, donc ça peut arriver. J'ai remis mon imprimante à zéro et placé l'impression incomplète sur le plateau. À l'aide d'une feuille de papier, j'ai trouvé avec précision la couche où l'impression s'est arrêtée. Je coupe la pièce à la bonne hauteur dans le slicer en me basant sur la couche où l'impression s'est arrêtée. Ensuite, je relance uniquement la partie manquante sur un nouveau plateau que je viendrai recoller à l'impression originale une fois terminé. Et voilà, un peu de Gorilla Glue et le tour est joué. On verra sûrement une ligne à la jonction, mais ce n'est pas grave, c'est juste un test print. Je vais l'installer dans mon jardin de toute façon. On lance un dernier gros print qui utilisera toute la hauteur de l'imprimante. Cette fois, j'utilise ma buse 0.4 pour une belle grande figurine. C'est le personnage préféré de mes filles, elles vont être super contentes de la surprise. Le résultat est excellent. Avec tous les réglages effectués jusqu'à maintenant, je commence vraiment à m'approcher de la perfection. Et voilà, la Mercury One est enfin opérationnelle. Toute l'électronique est installée et configurée. J'ai aussi réalisé les tests de calibration standard, le flow rate, le pressure advance, l'input shaping sur toutes les configurations de buse disponibles. Avec la buse 0.8, j'ai imprimé ce meuble tiroir ici. Je me rends compte que la qualité n'est pas top. Les buses 0.8 sont plus destinées à de très grosses impressions sans détail, plus pour des vases ou des impressions de ce type. Par contre, au niveau de la rapidité et de la solidité, je ne peux pas demander mieux. Ça a été très rapide et les couches sont très larges, donc le modèle est très solide. Au final, je ne pense pas vraiment utiliser la buse 0.8 pour d'autres types d'impressions, à moins d'avoir vraiment un modèle en tête, mais pour le moment, ça ne me convient pas. Pour ce qui est de la buse 0.6, c'est un très bon compromis entre qualité et rapidité. J'ai été en mesure d'imprimer ce vase cactus. La qualité en général est pas si mal. J'aurais pu faire plus de calibration. J'étais un peu tanné là, de passer d'une calibration à l'autre à chaque fois que je changeais de buse. Donc j'ai laissé les réglages par défaut qu'il y avait dans le slicer Orca. La base n'est pas très jolie, mais pour le reste, ça s'est bien passé. J'ai aussi quelques complications au niveau d'un bouchage de buse qui est
très bizarre avec une buse 0.6. Mais au final, je crois que c'est le type de filament que j'utilise qui est vraiment d'entrée de gamme parce que sinon, normalement, ça n'aurait pas dû arriver. Avec la buse 0.4, par contre, j'ai réalisé de très belles impressions comme ce totem et cette figurine pour mes enfants. Au final, pour les impressions de tous les jours, la buse 0.4 reste quand même le meilleur choix tant qu'à moi. En général, je suis super satisfait du build. J'ai beaucoup appris et je me suis amusé. L'électronique B, tant qu'à moi, est vraiment très propre et pratique, surtout sécuritaire. Je n'ai pas beaucoup parlé de Clipper parce qu'en fait, ça s'est très bien passé et qu'il y a beaucoup de tutorials sur Internet qui expliquent beaucoup mieux que moi comment faire l'installation. Par contre, si vous êtes curieux de voir ma configuration, je la mettrai disponible à tous sur GitHub à titre de référence. J'ai eu quelques soucis pendant le montage, surtout au niveau des courroies. Elles glissaient et se désalignaient. Au départ, je pensais que c'était mes pièces en ABS qui avaient warpé, qui faisait que mes courroies n'étaient pas très alignées et parallèles au reste de l'imprimante. Après plusieurs vérifications, je me suis rendu compte que ça pouvait être mes courroies qui étaient de très mauvaise qualité. Je les ai remplacées par des courroies haut de gamme de chez Triangle Lab qui sont renforcées avec de la fibre de verre. Dès que je les ai remplacées, mon problème a disparu, mais j'ai quand même passé beaucoup de temps et d'énergie à essayer de diagnostiquer ce type de problème. J'ai aussi eu des problèmes au niveau de ma buse. Les soudures s'étaient décollées de mon thermistor, ce qui faisait que j'avais des impressions intermittentes. Souvent, ça fonctionnait et ça l'arrêtait de fonctionner après quelques heures. Suite à un démontage, je me suis rendu compte que les pads étaient complètement dessoudés. Peut-être le fait aussi que c'est une version AliExpress qui est une copie d'une vraie Revo. Si j'aurais investi pour avoir vraiment l'original, j'aurais probablement pas eu ce problème-là. Pour le futur de la Mercury One, je vais remplacer la buse par une Ultra High Flow, ce qui va me permettre d'avoir des impressions rapides, précises et fluides, tout en gardant une buse 0.4. J'envisage aussi l'installation d'un tool changer pour rendre cette imprimante multicouleur sans avoir trop de pertes dû à un filament changer de type Box Turtle ou un RCF. Si ce contenu vous a plu, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire, qu'il soit négatif ou positif. Cela m'aide à faire de meilleures vidéos. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié et on se revoit dans une prochaine vidéo.